je vous propose d'avoir un œil neuf, un regard neuf, avec Alain Daigne, qui est consultant management et qui se présente de manière un peu provocante, comme un monsieur tout le monde, mais qui a un regard particulièrement innovant, particulièrement intéressant, et qui va nous révéler quelque chose, même plusieurs choses, sur un peu l'inflation, l'évolution de l'économie, etc., etc. Et on reviendra certainement sur Neuilly à la fin de votre exposé. Alain. Bonjour à tous. Bonjour Geneviève Sadon. Et bonjour Jean-Louis. Comme tout le monde, nous échangeons souvent tous les deux à propos de notre économie. Il y a quelque temps, nous évoquions l'inflation et le pouvoir d'achat. Une de mes réflexions vous a étonné, questionné, même amusé. Par la suite, préparant cette journée d'immobilier, vous m'avez demandé d'intervenir pensant que cela aura peut-être le même effet sur vous tous. Nous verrons. Je précise, comme l'a dit Gaël Thomas, que je suis monsieur tout le monde, pas un spécialiste en la matière. Mon métier, les ressources humaines et le recrutement, entre autres, sont très éloignés de ce sujet, mais m'a obligé à étayer mes propos en me plongeant dans des sources d'informations fiables. Je vais donc vous présenter l'euro sous l'angle de l'inflation et du pouvoir d'achat, au moyen de tableaux et graphiques que j'ai établis spécialement pour l'occasion. Pour être sûr de ne rien oublier, de rester dans le temps imparti, je vais m'aider de mes petites notes. On commence par le premier slide. Voilà, j'ai appelé ça l'inflation ou les inflations au temps de l'euro. L'inflation a pour conséquence une perte de pouvoir d'achat. C'est définitif, clair et net, sauf que si on gagne plus d'argent que le montant de l'inflation, on gagne du pouvoir d'achat. Si on gagne un peu moins, on perd du pouvoir d'achat. Mais l'inflation a pour conséquence une perte de pouvoir d'achat. Maintenant, je reprends mon système. Commençons par l'inflation générale. C'est d'après les chiffres de l'INSEE, bien évidemment. L'inflation générale, c'est 18,5% en 10 ans. C'est-à-dire que 100 € en janvier 2002 me permettait d'acheter un produit, me permet aujourd'hui d'acheter un produit en 2011 qui ne vaut pas 100 € mais 118,50 €. La perte de pouvoir d'achat, c'est de ne pouvoir acheter le même article à 100 €. En 2002, l'euro valait 6 francs 56. J'ai arrondi. 6 francs 55, 957, c'est un peu loin à dire. Si je convertis aujourd'hui, il vaudrait encore 6 francs 56. Officiellement, du moins. Pourquoi ? D'abord, tout le monde le dit. Et nous sommes confortés dans cette illusion par certains relevés de comptes bancaires, facturettes et autres. En réalité, si le franc existait encore, il aurait subi aussi la même inflation. C'est une théorie, mais il aurait subi une inflation qui serait sûrement identique à 18,5%. Et en termes de pouvoir d'achat, il ne vaudrait donc plus que 5 francs 54. C'est un chiffre que j'aimerais bien souligner, parce que c'est un petit peu la démarche que j'ai eue avec Jean-Louis Sadon, et c'est ça qui l'a un peu surpris. Or, dans l'inconscient collectif, on se réfère encore à l'équivalent en francs. Par exemple, un litre d'essence, aujourd'hui, c'est 1,50 €, soit officiellement 10 francs. C'est en réalité 8 francs 15. Un appartement de 100 000 €, aujourd'hui, bon, c'est pas très grand à Neuilly, c'est vrai, ne vaut pas 656 000 francs, mais 554 000 francs, etc. On peut faire plein d'exemples comme ça à l'infini. Comme vous le savez, l'inflation varie notablement selon les produits. Il se dit beaucoup de choses imprécises, c'est mon opinion, sur l'euro qui serait source d'inflation. Mon objectif est de remettre en perspective les 10 dernières années. J'ai puisé ces données dans le site de l'INSEE et découvert des chiffres qui m'ont étonné, contrant souvent des idées reçues, les miennes en particulier, des vérités oubliées, etc., etc. Voilà, je vous ai fait un tableau pour vous montrer, vous pouvez lire, c'est pas très compliqué. L'alimentation aurait beaucoup augmenté. Je ne l'ai pas constaté sur ce tableau, sur les renseignements de l'INSEE. 18,5% l'inflation, c'est 16,9% l'alimentation. Des exemples, le pain, le lait, c'est plus 13%, non pas 17%. Le café, c'est plus 5%. Voilà, toutes choses que je ne savais pas, mais je ne fais pas souvent les courses peut-être. Bien sûr, l'alimentation, c'est sous réserve que le caddie soit le même que celui des produits référencés par l'INSEE, ce qui est peut-être le problème. L'habillement, grâce à la mondialisation, on a des prix qui augmentent de 0,6% en 10 ans.
Je ne sais pas si vous voyez, c'est quasiment stable. Merci à la mondialisation, mais ça a causé beaucoup de délocalisation, je crois. La santé, 2,9, c'est aussi un chiffre qui m'a surpris. Et ce qui m'a plus surpris encore, ce que je vais vous dire, c'est que les médicaments ont baissé en 10 ans de 12%. Du générique, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens, des médecins qui pourront répondre à cette question. L'autre panneau, les combustibles, là, je n'ai pas été très étonné. Le double de l'inflation, 35%. Mais là aussi, des surprises pour nos logements. Grande disparité entre ceux qui ont fait le choix de l'électricité ou du fioul. À peine 4% de plus d'électricité en 10 ans toujours, pour évidemment 134%. Ça veut dire que c'est le double et demi. Je vous ai mis des prix pour avoir une idée. Quand je dépensais 100 €, c'est un petit plein ça, 100 € en 2002, je dois dépenser 234 € aujourd'hui. L'électroménager, vous avez le chiffre qui est ici, une baisse aussi considérable qui ne m'a pas personnellement étonné, mais quand même ça compte. Le troisième slide, voilà, c'est le transport. 33% de plus le transport. Pas de réelle surprise, une forte augmentation, mais savait-on qu'une voiture techniquement plus fiable et plus évoluée valait 877 € de plus? Une voiture de 10 000 € achetée en 2002 vaut aujourd'hui 10 877 €. C'était un peu une surprise aussi. Quant au gazole, heureusement que nos voitures sont économes, parce qu'avec une augmentation de 74% en 10 ans, c'est quand même une meilleure chose. Les billets d'avion, etc. Alors, l'audiovisuel photo-informatique, ça, tout le monde le sait que les prix ont beaucoup baissé, mais je ne savais pas que ça avait baissé de 65% en 10 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux acheter quasiment 3 appareils, là où il y a 10 ans, je ne pouvais en acheter qu'un seul. Alors, comme on a parlé d'inflation, je voulais vous parler aussi des salaires. On va démarrer par le SMIC horaire, qui a augmenté de 35% en 10 ans. Alors, il paraît que j'ai une petite... Oui, c'est ça, 35%. Il est à 9 € aujourd'hui. Et il est parti en 2002 à 6 francs, à 6,67 €. Voilà, je commence à me tromper moi aussi. Je vous ai mis en ligne rouge, la courbe rouge, c'est si l'euro avait augmenté seulement de l'inflation, strictement de l'inflation, il serait aujourd'hui à 7,80 €, moins du 8. Donc il y a un gain de pouvoir d'achat, condition d'acheter les produits qui ont pas tous, qui ont évolué moins fort que l'inflation. Puisque je suis parti sur les salaires, je vous ai mis aussi les revenus disponibles, c'est une définition de l'INSEE. Les revenus disponibles, c'est ceux du travail, des pensions et du patrimoine. Pour l'essentiel, il faut ajouter les pensions, le chômage, etc. Tout le monde connaît le montant du SMIC mensuel, 1 338 €, que je m'y retrouve dans ma feuille, mais en posant les questions des niveaux de salaire en France, ce qui fait beaucoup de débat. Aujourd'hui, je voulais en avoir le cœur net. Et voici, en 2009, c'est 2009, on n'a pas de chiffres plus tôt. En 2009, les chiffres, le salaire moyen par individu, ça c'est compréhensible, 1 845 €, je parle en mois, et pour le ménage, 2 880. Ça fait 1 millier d'euros de plus quand on travaille à deux. La médiane, avant d'avoir des questions peut-être, la médiane c'est 1 590 €, qui signifie que la population active ou pensionnée, la moitié gagne plus que 1 590 € et l'autre moins de 1 590 €. Ces chiffres m'ont, je dois le dire, un peu surpris aussi. Quand on parle de salaire, je ferai une petite diversion peut-être tout à l'heure. Je passe à un autre tableau qui n'a rien à voir avec l'inflation, mais à voir avec l'offre et la demande plutôt. Je ne sais pas s'il faut que j'explique beaucoup tout ça. Je crois que c'est assez simple. L'once d'or est passée de 180 € en 2000 à 1280, et encore, je ne suis pas au cours du jour. 1280 € en ce moment, avec une flambée, comme par hasard, depuis 2009. Est-ce qu'il y avait la crise à cette époque-là? C'est possible. Le Napoléon, c'est pareil, il est parti de 52 € en 2000. Ce sont des chiffres moyens que j'ai pris. Il est très difficile d'avoir un prix moyen pour ces sommes-là, donc j'ai pris un prix moyen d'une année.
Et nous sommes à 200, si je ne me trompe pas, 290 € en ce moment avec le Napoléon. Mais les 8 derniers mois que vous voyez ici, j'ai regardé de plus près sur mes chiffres, les 8 derniers mois, c'est un bond de 85% de plus en 8 mois pour l'or et de 60% de plus en 8 mois pour le Napoléon. Le CAC 40, lui, est beaucoup soumis aussi à l'offre et à la demande. Il s'agit du rendement d'actions placées et sans y toucher, bien sûr, depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'ici, je place 6 000 € et j'attends 2 000. C'est peut-être pas très raisonnable, mais c'est ça que j'ai montré. Ceux qui avaient placé de l'argent à cette époque-là ont des chances de s'y retrouver, bien que j'ai appris tout à l'heure que l'euro, je suis désolé, mais le CAC 40 est tombé de 5% aujourd'hui encore. Il fait moins 5 aujourd'hui, oui. Et puis, ceux qui avaient placé en 2003 sont tout juste à niveau aujourd'hui. Bref, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Que nous réserve l'avenir? C'est une question que je me suis posée, auquel personne ne pourra répondre vraiment. Et l'immobilier? Ah oui, vous l'avez deviné. Abordons enfin l'immobilier. L'évolution des prix est bien connue. Alors, M. Deloison a parlé d'immobilier tout à l'heure. Je vais en faire autant, mais peut-être d'autres en parleront aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais me déplacer un petit peu. La courbe de Neuilly, c'est celle-ci, la verte. La courbe de Paris est juste en dessous. Merci. La courbe de Paris, donc, est juste en dessous. J'ai marqué la courbe du Paris 16e qui était assez proche de nous. Simplement, on voit que depuis quelques 3 ans, l'écart a tendance à se rapprocher des prix du 16e. Et je vous ai marqué les prix du 6e arrondissement, parce que je trouvais ça intéressant. Alors, les prix ici, c'est de mémoire 12 000, 11 500, bref. Ici, les prix de Neuilly, on en a parlé tout à l'heure, on les connaît. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'évolution de Neuilly, mais vous en doutez, suit l'évolution de Paris. Quand j'ai montré cette courbe de Paris 6e, je voulais juste faire un petit commentaire qui a trait aux étrangers. Il se trouve que je connais un petit peu des gens qui connaissent un petit peu le 6e, parce qu'ils ont acheté un appartement. Donc j'ai eu des informations qui sont à prendre comme elles sont. Le boom constaté dans le 6e pour les 2 dernières années, le phénomène est très important. Il résulterait de la forte présence d'acheteurs étrangers. J'ai appris que c'était 40%, ce qui est considérable. Le phénomène ne nous concerne pas autant à Neuilly, on a entendu tout à l'heure. En effet, 90% des acheteurs sont des acheteurs français. Mais sur ces 90%, il y a 50%, pas 45%, 50%, plus que la moitié, sont des fidèles neuilliens qui aiment bien notre ville et qui continuent à y habiter en achetant des appartements. Je crois que je vous ai tout dit en termes d'immobilier. Doit-on comprendre qu'il n'y a pas de spéculation à Neuilly et que vous ne prévoyez pas d'aspect spéculatif à Neuilly, comme on peut le présager dans le 6e arrondissement? Je crois que l'attrait du 6e est dû simplement, quand on est un étranger et qu'on a envie d'habiter à Paris, on ne va pas habiter à Paris la Goutte d'Or, où on ne connaît pas. Donc on va habiter à Paris Saint-Germain, on va habiter à Paris Champs-Élysées peut-être, il y en a moins souvent, ou au Champ de Mars. C'est-à-dire que je crois qu'un étranger est assez content d'habiter à un endroit qui est connu, reconnu, réputé dans le monde entier. Alors Neuilly, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En partie. Toujours pour renforcer, je vais y arriver, je vous ai classé ici les 10 communes d'Île-de-France. Ça, c'est des renseignements que j'ai eus sur le site de la Chambre des notaires, qui est très, très intéressant. Neuilly est à 8 780, ça c'est à fin juin, au 2e trimestre 2011. Paris est à 8 200 de mémoire, et vous avez ici 6 communes qui sont des Hauts-de-Seine. Je ne vous ai pas mis d'autres communes de France. Il y en a qui sont à la montagne, Chamonix, Courchevel, qui pourraient faire partie de cette liste
Et puis, dans le Midi, dans le Midi, dans le Var en particulier, Saint-Tropez, Gassin, etc., pourrait aussi faire partie de cette liste. En tous les cas, Neuilly est la commune la plus chère de France. J'ai fini bientôt. Un petit mot de conclusion. Dans l'immobilier, il y a aussi une partie d'investissement qui s'appelle les loyers. Donc, je voulais vous remontrer simplement les loyers, la courbe, l'indice de référence des loyers, qui est l'augmentation, légale des loyers. Puisqu'on dit que les loyers sont en forte augmentation, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, puisque l'augmentation, la réévaluation des loyers en 10 ans est de 14%. L'inflation était 18,5%. C'est 20 points de moins comparé à l'évolution des salaires, 35, salaire horaire bien sûr, et 4,5 points de moins que l'inflation générale, ce que je viens de dire. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.